Bonjour à tous, aujourd'hui Flexispot m'a contacté pour vous parler de l'un de leurs modèles. C'est le modèle C5 de Flexispot. La particularité de cette chaise, c'est que la partie mousse où tu t'assois n'existe plus. Honnêtement, au début, j'ai été surpris. Le premier jour, mes fesses n'étaient pas habituées, mais deuxième jour, l'habitude s'est immédiatement installée. Quand tu ouvres la fenêtre et que l'air passe au travers pour rafraîchir tes fesses. Incroyable. Cette chaise possède des coudoirs que je trouve être très agréables. D'ailleurs, c'est l'une des choses que j'apprécie vraiment sur cette chaise. Et pas que, maintenant, je peux littéralement détendre mes pieds. Non, vous ne savez pas à quel point c'était horrible de ne pas pouvoir le faire avant. Et devine quoi, mec? Hop là, je glisse juste le petit truc, je pose mon pied. En plus de ça, alors là, je vous ai montré la partie inclinaison, mais ce qui est cool, c'est qu'il y a un système juste en bas, juste ici, qui permet justement de verrouiller cette inclinaison. Si vous n'avez pas envie de vous retrouver à vous balancer toutes les 2 secondes, eh bien vous pouvez le bloquer. De cette façon, quand vous travaillez, ça ne bouge pas. Alors pour le montage de la chaise, ça n'a pas pris plus de 30 minutes. Franchement, c'est très simple à monter. Vous pouvez déplacer chaque pièce pour avoir quelque chose qui vous correspond. Le fait que tout soit en maille respirante rend ça vraiment agréable. Ce produit, vous pouvez le retrouver sur Amazon avec 2 modèles. Le premier est moins cher avec quelques fonctionnalités en moins, mais ça reste presque pareil. Le deuxième, c'est celui que je dispose, où là, on vous rajoute la partie basse pour pouvoir poser vos pieds. Les liens sont en description pour les intéressés et merci à Flexispot pour sa confiance. Il y a longtemps, il s'est retrouvé dans une dimension. Il ne comprenait pas pourquoi. Pourquoi était-il encore dans ce rêve? Il se retrouve toujours sur une île flottante dans les airs et dissimulé par une fumée épaisse. Cet endroit porte le nom de Smoke Island. C'est un endroit détruit, couvert de ruines comme si aucune vie n'avait jamais existé. Dans tout ça, un être apparaît. Alors il s'est demandé, est-ce un monstre ou un humain? Les paroles de cet être furent: viens gamin, je t'attendrai au bord de l'abîme. Peu après ces paroles, il se réveille brusquement. Est-ce un cauchemar? Pourquoi il fait toujours ce même rêve étrange? Son nom est Sora. Et s'il ne se réveille pas vite, alors il risque d'être en retard. La chose qui était encore plus troublante, c'est qu'il avait l'impression de connaître cette personne qu'il voit dans ses rêves et cette dimension nommée Abyss. Alors qu'il se préparait pour partir, un homme apparaît. C'est son père et ce dernier le traite comme un enfant alors qu'il avait désormais 15 ans. Pour son père, cela n'avait aucune importance. Il devait plutôt regarder son corps fort et musclé. Pour lui, il était juste dégoûtant. S'il vivait dans un appartement plus grand, il n'aurait plus à le voir nu tous les jours. Alors son père l'informe que lorsqu'il deviendra riche, il achètera une grande maison afin que lui et son frère Riku puissent avoir chacun une chambre. Hélas, il n'y croit plus, car cela fait maintenant 5 ans qu'il dit ça. Alors son père réplique en disant que la vie était devenue plus facile depuis que son frère a rejoint le SDF. Cela fait maintenant 3 ans qu'il les avait rejoints et lui aussi prévoit de rejoindre le SDF. De cette façon, il pourrait se débarrasser de sa famille et ne plus avoir cette vie animée qu'il trouve être dérangeante. Il pourra dire au revoir à son père qui ne fait que plaisanter et qu'il estime être peu digne de confiance, à sa mère qui semble sévère et dure, mais qui en réalité les aime tous énormément. Bien qu'il voulait partir, il savait parfaitement qu'avoir cette famille était une bonne chose pour lui. D'ailleurs, il trouvait que cela était réconfortant qu'il soit là. Puis il dira si seulement cela pouvait durer éternellement. La seconde qui a suivi, la terre a tremblé. Une chose terrible venait d'apparaître dans leur réalité. La vérité, c'est qu'il avait toujours su que cette vie paisible qu'il avait n'allait pas durer éternellement. Mais ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que cela se termine si vite. Ce jour-là est apparu la tour. La personne qui nous raconte cette histoire, c'est lui, mais le lui du futur. Et il nous dit que lorsqu'il avait vu cette tour, il n'y croyait pas. Peu après, des avions de chasse sont apparus. Ce qu'il ignorait à ce moment-là, c'est que cet événement allait bouleverser l'histoire de l'humanité. Et encore plus effrayant pour lui, cette structure, la tour, était liée directement à ses rêves. Quelque temps plus tard, ils ont contacté son frère et ce dernier pensait être en sécurité avec le SDF. Il s'avère que c'était les dernières paroles qu'ils entendaient de son frère, car peu après, ils n'ont plus jamais réussi à le contacter. Dans la peur, ils ont suivi les informations et ces derniers avaient promis qu'il n'y aurait aucun problème, tant que tout le monde reste chez soi. Alors, étant naïf,
ils ont fait ce qu'ils ont dit. Mais étrangement, peu après, les choses se sont aggravées. 20 tours sont apparus partout dans le monde. L'angoisse pour toute la population s'est manifestée de façon extrême après que les médias soient mis hors de service. La panique s'est installée. Pour avoir des informations, il fallait suivre la radio et l'ordre était d'évacuer et se rendre dans un abri le plus vite possible. Avant de partir, sa mère a laissé une lettre derrière pour son frère, afin qu'il sache qu'ils sont partis chercher un abri. Après ça, comme tout le monde, ils ont commencé à chercher un endroit sûr. Mais tout ce qu'ils ont vu sur la route montrait qu'on leur avait menti. Ils avaient dit que ce n'était rien de grave, que ce n'était pas si dangereux, mais partout où ils regardent, ils voient des militaires. Et lorsqu'ils regardent de plus près, ils se rendent compte qu'ils ont tous la même expression, le désespoir. Il y avait aussi quelque chose qui le troublait. Chaque véhicule de combat était marqué de griffures, comme s'ils s'étaient battus avec des bêtes. Et de l'intérieur de ces véhicules venait la puanteur récurrente d'une décomposition. Pour la première fois, il a vu le visage de son père devenir sérieux. Depuis lors, ils ont été installés dans un gymnase transformé en abri temporaire d'évacuation. Les abris étaient bondés de réfugiés. Pourtant, le silence régnait dans ces lieux. Leurs visages étaient sombres, comme s'ils attendaient simplement la mort. Il était innocent et ne comprenait pas vraiment la situation. Dans tout ça, il s'est rendu compte que même dans les pires moments, il y a toujours des ordures qui faisaient tout pour faire savoir qu'ils étaient là. Cet homme accuse cet enfant d'avoir volé son pain, mais l'enfant réfute ces accusations. Tout le monde avait eu sa part et lui avait déjà mangé sa part. Sans aucune pitié, il a frappé l'enfant. Tout cela se passe alors que beaucoup de personnes voient ça, mais personne ne réagit. Étant donné que c'est la loi du plus fort, il prend sa nourriture. Il n'est pas rassasié, alors prendre ce pain ne devrait pas le déranger. N'ayant pas le choix, l'enfant accepte. Et l'homme l'informe que jusqu'à la fin de cette histoire, il devra lui donner son pain. De toute façon, ce n'était que pour quelques jours et il n'allait pas mourir. Tout ça n'a pas plu au père de Sora, qui lui demande pourquoi fait-il cela dans une telle situation. Il devrait plutôt s'occuper de ses affaires, le vieux. Il redonne cette bouffe au gamin. L'homme a donc voulu l'attaquer, mais un seul coup a suffi. Il était à terre. Peu après, lorsqu'il reprend conscience, il voit le père de Sora donner cette nourriture au gamin. Il va alors l'insulter en le traitant de bâtard. Mais son regard lui a fait peur. Alors, n'ayant pas le choix, il décide tout simplement de partir et l'informe qu'il se souviendra de lui. Lorsqu'il a vu ce qu'avait fait son père, il avait été surpris et en même temps inquiet. Mais ce dernier l'a rassuré en lui disant de ne pas s'inquiéter, car il gardait un œil sur lui. Même mort, il ne pourrait jamais oublier le visage de cet homme nommé Eiji Kagawa. Il se rappelle parfaitement de lui. C'est un salaud qui prenait plaisir à torturer les plus faibles. Et parmi les faibles, il se trouve qu'il était aussi l'une de ses victimes. À l'époque, il venait le torturer avec d'autres camarades qui le regardaient faire, sans rien dire. C'est alors qu'apparaît un agent pour partager un message d'urgence. Tout le monde devait sortir de l'abri et se rendre rapidement dans l'un des camions se trouvant à l'extérieur. C'est alors qu'un homme plus réfléchi demande pourquoi. Le soldat ne pouvait rien dire, car c'était confidentiel. Ce qui surprend, comment une situation temporaire peut-elle être dangereuse? Cela faisait maintenant 2 jours qu'ils avaient quitté leur maison, sans raison. Et puis voilà que maintenant, on leur demande de monter dans des camions sans explication. À quoi servent les impôts qu'ils ont payés? C'est alors qu'ils entendent un bruit terrifiant. Le militaire informe qu'ils sont là. Il fallait désormais courir. Qu'est-ce que cela veut dire? À cet instant, après avoir entendu cela, il a eu un mauvais pressentiment. Il a donc poussé ses parents vers l'évacuation. Le militaire tente tant bien que mal de bloquer le passage en leur hurlant de se rendre rapidement dans les véhicules. Lorsqu'ils sont apparus, ils ont tous compris quelle était la menace. Ce sont des bêtes assoiffées de sang. Pour la première fois, il s'est demandé « Mais que se passe-t-il dans ce monde ?» Très vite, la panique s'est installée et il n'a fait que suivre ses parents jusqu'au moment où il se rend compte qu'il n'y avait plus de place. Il décide alors de laisser ses parents afin qu'ils montent en premier, car s'il insiste, ses parents pourraient être poussés hors du camion. Quant à lui, il décide d'aller au deuxième camion. Le problème, c'est qu'il est aussi rempli. Il avance encore plus vite, mais encore une fois, c'est rempli. Lorsqu'il arrive au dernier camion, il y avait encore de la place. Alors il se dépêche pour monter et heureusement, une personne lui tend la main. Ravi, il remercie cette personne pour son aide. Mais lorsqu'il fait attention, il voit un large sourire sur son visage. Et là,
il comprend son erreur. Cette personne n'était autre que son bourreau, Eiji Kagawa. Pourquoi fallait-il qu'il tombe sur lui maintenant? Sans aucune pitié, il le laisse tomber et lui dit qu'il aurait dû mourir et qu'il n'était qu'un déchet. En tombant, il pensait que c'était la fin pour lui. Personne ne faisait attention à lui, car chaque personne courait pour sa propre vie. Alors il se murmure des paroles. Pas encore, il ne veut pas mourir, que quelqu'un vienne l'aider. C'est là qu'un être est apparu. Les paroles de cet être furent les mêmes que la dernière fois. Salut gamin. Ce qu'il ne comprenait pas, qu'est-ce que faisait l'homme de ses rêves dans cet endroit? Cette personne l'informe qu'il l'attendra au bord de l'abysse, ce qui le laisse dans une incompréhension totale. L'abysse, de quoi parle-t-il? Est-ce qu'il est en plein rêve alors qu'il est sur le point de mourir? C'est alors qu'un objet est apparu avant de fracasser le sol. Qu'est-ce qui vient de se passer? Cette chose n'était pas humaine. C'est un monstre. Alors la panique s'est installée. Son instinct de survie s'est activé et il constate qu'il est le seul à être resté. Est-ce l'enfer? Quel est cet endroit? Serait-il déjà mort? En réalité, il n'était plus sur Terre. Ce monstre voulait sa mort. Et ce n'est que maintenant qu'il comprend la gravité de sa situation. S'il ne fait rien, alors il sera dévoré. Dans le désespoir, il revoit tout ce qui venait de lui arriver. Une tour est apparue sans aucune explication. Un bâtard a causé sa perte alors qu'il n'a rien fait. Et un gars qu'il ne connaît pas ne fait qu'apparaître sans explication non plus. Et maintenant, ce foutu monstre veut sa mort. Alors dans ce cas, il va causer leur mort à tous. Puis cet excès de rage disparaît et il comprend qu'il a survécu. Cette chose ressemble à un monstre comme dans les jeux vidéo auxquels il a pu jouer. C'est alors qu'un texte noir apparaît sur sa poitrine. Il est noté 1. Mais alors, est-ce le rang de ce monstre? Peu après, une chose est sortie du corps du monstre. Lorsqu'il voit cela, il reste surpris. Est-ce bien ce à quoi il pense? L'instant suivant, cette chose a foncé sur lui. Elle est entrée dans son corps. Et ce n'est pas tout. Son corps a commencé à guérir. Mais pas que, puisque sa force a considérablement augmenté. Mais alors, il se questionne. Est-ce que cet endroit fonctionne comme un jeu? Si c'est le cas, alors il devrait y avoir beaucoup de monstres dans cet endroit. Il ferait mieux d'observer la zone avant qu'on l'attaque en premier. Après quelque temps, il avait fait tout le tour et a constaté que cette zone ne possède aucun monstre et aucun autre chemin qu'il pourrait prendre pour sortir. Ce qui signifie que s'il veut sortir, la seule solution, c'est de descendre. Il constate qu'il y a des escaliers volants autour de Smoke Island. Persuadé que tout cela n'annonçait rien de bon, il a préféré se mettre sur ses gardes. Rester prudent en avançant lentement. Pour se repérer, il utilise son expérience des jeux vidéo et sait parfaitement que dans ce genre d'endroit, il y a forcément un piège. Le truc, c'est que dans les jeux, quand on tombe, on réapparaît. Ici, il n'en est pas sûr et ne veut absolument pas tenter l'expérience. Après un petit moment, il est enfin arrivé au bout des escaliers. Il reste toujours aussi prudent. Après tout, il se trouve ailleurs sans explication, attaqué sans raison. La prudence extrême était une nécessité. C'est alors qu'une lumière apparaît. Personne ne l'a allumée. Elle s'est elle-même allumée en sa présence et il ne comprend pas. Qu'est-ce que cela veut dire? Après tout ça, il se retrouve ailleurs sans explication. Il n'avait jamais vu des cris comme cela auparavant. Et ce qui est encore plus bizarre, c'est qu'il comprend parfaitement ces écritures. Il est écrit que ces fragments appartiennent à leurs détenteurs. Une fois qu'on les obtient tous, alors on obtient le droit de quitter l'abysse. Donc s'il comprend bien, il n'a juste qu'à collecter les fragments pour pouvoir sortir de cet endroit. Alors dans ce cas, il accepte le défi. Désormais, il est plus motivé que jamais et en y réfléchissant plus sérieusement, le monstre qu'il venait d'affronter n'était pas si fort que ça. Alors il informe qu'il va survivre et partir de cet endroit. La première zone de l'abysse avait une superficie de 900 mètres carrés et sur le monstre, il était noté le chiffre 1. La deuxième zone possédait une superficie de 1800 mètres carrés avec des monstres possédant le chiffre 2 gravé sur leur corps. La troisième zone, quant à elle, avait doublé. Sa superficie était de 3600 mètres carrés avec des monstres possédant le chiffre 3. Ainsi, le temps est passé. Plus le chiffre d'un monstre est élevé, plus la force de ce dernier est incroyable. Ce qui était encore plus frustrant dans l'affaire, c'est le fait que ce soit très dur de trouver ces foutues clés, car les clés se trouvent dans les monstres, et les monstres se cachaient dans des zones qui ne cessaient de s'agrandir. À chaque fois qu'il arrive dans une nouvelle zone, il a remarqué que ces dernières doublaient de taille. Pas que, puisque les monstres aussi se multiplient, rendant la tâche
tâche encore plus compliquée. Mais ce qu'il avait oublié de nous dire, c'est que lui aussi devenait plus fort. Plus il avance, plus sa vitesse, sa force, ses perceptions s'accroissent. Avec le temps, il a remarqué qu'il n'affrontait jamais les mêmes monstres. Tout dépend de la zone. Chaque endroit avait une variété de monstres. Et arrivé au 12e étage, il a rencontré pour la première fois les monstres qui avaient attaqué le refuge lorsqu'il était sur Terre. Mais la seule différence cette fois-ci, c'est que désormais, il n'est plus la même personne. Les monstres n'ont cessé d'augmenter à tel point que ses sens ont commencé à faiblir. Mais jusqu'alors, jamais il ne s'est arrêté. Il y avait un système qui lui donnait les informations concernant son avancée, mais surtout des informations concernant le nombre de monstres dans une zone. Au début, c'était juste un monstre, puis 2, 10, 100, et lorsqu'il est arrivé au 30e étage, le nombre de monstres avait atteint 100 millions. Trouver les clés n'était donc pas une mince affaire, car cela revient à chercher une aiguille dans une botte de foin. Et même s'il vient à trouver le monstre détenant la clé, ce n'était toujours pas facile, car ce dernier pouvait être protégé par des groupes de monstres, ce qui signifie que pour obtenir la clé, il devait tuer tous les monstres. Certains étaient plus rusés et se cachaient dans les profondeurs de la terre, mais tout cela, ce n'était rien, car la chose qu'il a trouvée être la plus agaçante, c'est le temps qu'il lui fallait pour tuer chaque monstre. Mais dans tout cela, il était déterminé. Donc qu'importe le temps, qu'importe les efforts que cela implique, qu'importe la puissance de son adversaire, il allait continuer et tout détruire sur son passage. Tout cela l'a conduit vers la 42e zone de l'abysse. Cette fois-ci, le nombre de monstres a atteint un nombre qu'il n'aurait jamais pensé possible. 2 199 23 255 000. En voyant cela, il éclate de rire et dit que cette fois-ci, il est dans la merde. Ainsi, le temps est passé. Il avait perdu toute notion du temps et il est arrivé à un stade où la notion du temps n'avait plus aucune importance pour lui. Et durant tout ce temps, il a essayé de garder la notion du nombre en écrivant des marques sur les blocs de pierre avec ses propres ongles. Mais en réalité, il ne savait plus où il en était. Dans ces lieux, il n'y avait que la mort et le massacre. Mais la mort ne le concerne pas. Cela concerne uniquement ses ennemis. Un jour, des bêtes sont apparues derrière lui. Comme toutes les autres, ces dernières ont voulu l'achever, pensant qu'il n'était qu'une proie faible. Hélas, c'était une erreur. Désormais, dans ces lieux, c'est lui le monstre, la bête indomptable dont nul n'est l'égal. C'est lui l'être absolu qui fait régner la loi dans cet abysse. Puis il s'arrête et demande combien de monstres cela lui fait. Tant pis, il va d'abord commencer par les découper. Ce n'était pas encore le moment, mais aurait-il trouvé la clé? C'est alors que tout se brise autour de lui. Une chose venait d'arriver. C'est une bête gigantesque. Dans cette situation, il doit quand même reconnaître qu'elle a fait une belle entrée. Mais la véritable question est-ce que c'est lui qui détient la clé? Lorsque la créature lance une attaque, en un instant, il disparaît. Peu importe à quel point elle est forte, à quel point sa carapace est solide, c'est la même chose pour elle. Même les monstres qui pensent être les plus forts meurent en un seul coup face à lui. Il est devenu si fort que désormais tout pouvoir n'avait plus aucun sens. Tout ça le met dans une rage folle. Et il hurle en demandant où était la foutue clé de la zone 42. Qu'elle sorte de sa cachette car il en avait marre de chercher. La réalité, c'est que la clé se trouvait dans les airs. C'est un dragon qui se cache dans le ciel. Alors que lui vivait tout cela, et bien au moment où il s'est retrouvé pour la première fois dans cette dimension, dans le monde la Terre, 20 tours sont apparus sans explication. Et avant que l'humanité n'ait pu comprendre le sens, des bêtes sortirent et faillirent anéantir l'humanité entière. Beaucoup avaient été massacrés, et ce jour fut gravé par le sang dans l'histoire. L'humanité l'a appelé le jour du jugement. Mais tout a changé au cours d'une nuit, lorsque certains humains se sont réveillés et ont constaté ce qu'ils appellent un système mystérieux. Cela a annoncé la première vague de super-humains. On l'appelle l'éveil. Une fois obtenu, à savoir l'éveil, on obtient des statistiques. Et pas que, car leur pouvoir était d'une puissance encore jamais vue. Et dès lors, une nouvelle ère émergea. La société humaine fut reconstruite et les éveillés fondèrent ce qu'on appelle des guildes de chasseurs regroupant tous les super. Et tout cela se passe alors que notre protagoniste se trouve dans cette dimension. Il poursuit une bête et lui demande de lui montrer ses statistiques.
domestique. C'est alors qu'il entend une voix qui dit qu'on venait d'utiliser un rouleau de transfert avancé. Il fallait l'arrêter avant que ce sort soit lancé. À cet instant, il s'est demandé, est-ce une voix humaine qu'il venait d'entendre? Mais attends, s'il comprend bien, c'est une invocation vers la terre. N'est-ce pas une porte de sortie pour lui? Il ne peut rester dans ces lieux un jour de plus. Mais lorsqu'il tente d'y aller, des messages l'informent que l'invocation abyssale ne peut pas transférer plus de 2 personnes. À ce moment-là, il ne voulait absolument rien savoir. Personne ne pouvait se mettre au travers de son chemin. Alors il force l'invocation et tire sur les chaînes. Sur Terre, la désolation s'est installée. Et dans cette désolation, certains sont devenus des proies. Cette femme porte le nom de Yu Sonozaki. Son niveau est seulement de 19 et elle était poursuivie. Malheureusement, par inadvertance, elle trébuche sur une liane. On lui demande de rendre le rouleau de transfert. C'est un rouleau de niveau 60, très précieux. Koji Shido, l'épéiste, promet que si elle ne le rend pas, alors elle mourra. Mais la druide nommée Aika refuse qu'on la tue, car dans le monde, il y a une règle. Le combat entre chasseurs est interdit. Si l'on vient à la tuer, alors on enfreint les règles. Shosei Toshida, le barbare de niveau 38, n'était pas du même avis. Il estime que dans ces lieux, c'est lui qui fait les règles. Si elle lui donne le rouleau, alors peut-être qu'il lui laissera tous ses membres intacts. Mais la femme les menace en disant que si elle était eux, ils ne devraient pas se mettre dans de telles situations. La druide comprit qu'elle allait faire une invocation. Il fallait donc l'arrêter au plus vite. Lorsque le barbare était sur le point de l'éliminer, elle avait disparu. Elle venait d'utiliser un cercle de téléportation. Si elle devait mourir, alors elle préfère les entraîner avec elle dans la tombe. Elle provoque donc une invocation forcée, ce qui signifie qu'il est impossible de contrôler le monstre qui allait être invoqué. Cela met tout le monde en danger, car le monstre sera d'un niveau bien supérieur à tout ce qu'ils ont vu. L'invocation a été lancée. Le ciel se déchire et le tonnerre s'abat comme jamais. L'énergie émanant de l'invocation était bien trop puissante. L'instant suivant, des chaînes apparaissent et une bête a été invoquée. Sauf que personne ne comprend, car cette chose est un cerbère de niveau 3. Alors ils éclatent de rire et lui donnent même des os. Eux qui pensaient que ce serait un monstre redoutable. Est-ce pour ce rouleau merdique qu'elle a risqué sa vie? C'est alors qu'une autre bête apparaît de l'intérieur du cerbère. Étant donné qu'il ne pouvait y avoir qu'une seule personne à traverser le portail, il est entré à l'intérieur de cette bête. Tous les chasseurs pensaient que c'était un monstre humanoïde. Cela fait si longtemps qu'il attend ce moment. Il éclate de joie et dit qu'il s'est enfin échappé de cet endroit. Il se met à rigoler tout seul tout en libérant une énergie surpuissante. Rien que son rire les fait trembler de peur. Personne ne comprenait ce qu'il était. C'est alors qu'il s'arrête et la regarde. L'instant suivant, il apparaît devant elle. Personne ne l'avait vu bouger. Il aimerait lui demander quelque chose. Est-ce qu'ils sont sur Terre? La druide en panique le confirme. Alors encore une fois, il éclate de rire en disant qu'il est enfin revenu. Mais tout ça ne leur fait pas vraiment plaisir. Les deux hommes ont décidé d'agir pour le neutraliser. Ils ont donc lancé 2 attaques simultanées. Mais ça ne lui a absolument rien fait. Le barbare comprend qu'il est en fait un monstre. Lui, un monstre. Et lorsque Sora le regarde, il voit un monstre. Alors il l'attrape par le cou. Il aimerait voir le numéro sur son corps. Il ne comprend pas de quoi parle-t-il, quel numéro. Lorsqu'il entend cela, il est surpris. Il le laisse donc tomber. Tout cela le perturbe, car au moment où il a quitté la Terre, les humains n'étaient pas comme ça. Shosei venait de se pisser dessus. Il était le chef de l'équipe et pourtant, face à lui, il tremble de peur. Tout ce que Sora leur demandera, c'est qu'il parte. Alors en partant, il dira qu'il se souviendra de lui. La femme, quant à elle, ne comprenait pas. Cet homme était trop puissant et possédait des marques étranges sur le corps. Elle doute sur le fait qu'il soit un monstre venant des abysses invoqués par le parchemin. C'est alors qu'il lui demande combien de temps s'est écoulé depuis l'apparition des tours. Cela faisait maintenant 5 ans que les tours étaient apparues. Est-elle sûre que c'est bien la Terre? Et quel est le parchemin dont les autres parlaient et pourquoi est-elle habillée comme ça? Effrayée, elle l'informe que depuis l'apparition des tours, un système pour les humains est apparu. Ainsi, grâce à elle, il a obtenu énormément d'informations sur ce nouveau monde. Mais c'est là qu'il a aussi appris une nouvelle concernant une ville nommée la ville S, la ville dont il venait. Alors il demande comment était la ville S maintenant. Elle avait été complètement détruite, mais de puissantes personnes y ont été envoyées afin de vaincre les monstres apparus. Il voulait savoir comment se rendre à la ville S à partir de cet endroit. À peine la direction a été pointée du doigt qu'il avait déjà disparu. Après avoir vu cela, elle savait que cet homme était important. Elle devait donc informer sa sœur le plus rapidement possible. Quant au groupe qui avait croisé sa route, ces derniers étaient en colère, remplis de rage. Et sur la route, un gars est apparu.
Cet être informe qu'il peut sentir sa présence parmi eux. Ils n'ont que 3 secondes pour lui dire où il se trouve. 3 secondes après ça, le groupe a été décimé. Au quartier général de la guilde Tiger War, on annonce la mort du groupe Toshida. Ils savent qu'ils sont morts mais ne savent pas où se trouve Sonozaki ainsi que le parchemin. Tout cela l'énerve. Donc, s'il comprend bien, les gars qu'elle a recommandés ne sont même pas capables de battre un invocateur de niveau 19. La femme informe que leurs signes vitaux se sont éteints tous en même temps. La personne les a tués en un coup. Elle doit trouver qui avait fait ça. Elle devait aussi capturer Sonozaki et lui demander des explications concernant ses actes. Il tuera quiconque osera lever la main sur un de ces hommes. C'est alors qu'il voit quelque chose passer devant lui. Quelle est cette incroyable odeur de sang? Qui peut être cette personne? Il avait si peur de cet être qu'il s'est demandé, y aurait-il un déchu par là? À cet instant, il comprit que cette invocation devait être d'une envergure hors pair. Il sait que des forces sont derrière tout ça. Et il semble que la tour qui dormait depuis 5 ans se réveille enfin. Il demande donc à toutes les équipes de recherche de se retirer. Se mettre sur la route de cette chose est trop dangereux. En un instant, il est arrivé à sa destination, la zone dévastée de la ville S. Durant les 5 ans où il est resté dans les abysses, cet endroit s'est transformé en un enfer. À la base, il était faible et les abysses l'ont transformé, l'ont rendu encore plus fort. Pas que, puisqu'avec le temps, ses sens sont devenus plus difficiles à maîtriser. Cela a failli le transformer en une bête. Mais penser à sa famille lui a permis de tenir le coup. Les monstres qu'il craignait autrefois n'étaient désormais plus rien pour lui. Tout ce qu'il souhaite désormais, c'est retrouver sa famille et espère qu'ils sont toujours vivants. En arrivant chez lui, il constate que chaque bâtiment avait été détruit. Aucun n'est resté intact. Et à cet instant, il ne ressentait aucune trace de monstre ayant tué qui que ce soit. Normalement, personne n'est censé vivre ici depuis l'évacuation. Alors il ouvre la porte et dit être de retour. Mais la réponse fut un silence glacial. Comme il s'y attendait, personne n'était là, mais il est quand même revenu. Cet endroit lui rappelle des moments heureux passés avec sa famille. Et lorsqu'il se retourne, il voit la lettre que son père avait laissée. C'est une lettre qui lui est destinée et cette dernière dit que tout le monde prétend qu'il est mort. Mais lui, son père et sa mère refusent de l'accepter. Ils ont pris ses affaires et les ont installées comme dans son ancienne chambre. Et son père l'informe qu'il sait qu'il reviendra. À cet instant, les larmes coulent car cette lettre signifie que son père a pris un grand risque pour revenir chez eux malgré les dangers qu'il y avait dans la ville juste pour lui laisser cette lettre. De plus, son père avait préparé des vêtements pour lui, taille S et L. Et en fouillant dans sa chambre, il a remarqué que son père avait laissé une carte pour un refuge. Il a aussi trouvé une photo de famille et ses parents l'ont informé attendre son retour. Alors il se demande à quel point est-il devenu fort maintenant? Est-il assez fort pour mettre fin à cet apocalypse? Est-ce que s'il tue tous les monstres et met fin à tout ça, pourra-t-il récupérer les jours heureux qu'il a perdus? Son père lui avait parlé du refuge 6. Dans ce cas, il se dirigera vers l'est, comme l'indique la carte. Mais vers l'est, il ne restait que des ruines. Il n'y avait aucune route. Dans une telle situation, ce n'était pas vraiment un problème pour lui. Il n'avait qu'à créer son propre chemin. Ainsi, dans les airs, un homme vole. En réalité, il ne vole pas vraiment. C'est juste qu'il est trop rapide et saute beaucoup trop haut. Lorsque les monstres tentent de le dévorer, tout ce qu'il en reste n'est que du sang. Et dans le silence, on n'entend qu'un seul bruit. Le bruit des sauts qu'il fait pour se déplacer. Le bruit était assez fort pour qu'un homme se trouvant assez loin l'entende et se demande qu'était ce bruit. Son camarade pense qu'il est simplement bourré. L'instant suivant, quelque chose est passé devant eux. Mais alors, quelle est cette chose? Personne ne l'a vue. Un autre arrive et affirme l'avoir filmé. Il s'avère que c'était une personne. Alors qu'il se déplaçait à grande vitesse, il entend une femme appeler à l'aide. Elle était venue chercher de la nourriture, mais un groupe de chasseurs l'a prise pour cible. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas vu de femme et il voulait s'amuser un peu avec elle. La femme les supplie, mais il ne voulait rien savoir. Et il l'informe qu'elle ne devait pas avoir peur. Cela serait dommage de ne pas profiter d'un tel corps. C'est alors qu'un homme apparaît. Il semble que certaines choses ne changent jamais. La merde reste toujours de la merde. Il ne comprend pas qui est cette personne. S'il se mêle de ses affaires, ça va mal finir pour lui. Voyant qu'il ne réagit pas, il demande à ses hommes de l'attraper. Sans attendre, les deux se lancent vers lui. Une claque a suffi. Il n'était pas nécessaire pour lui d'utiliser sa force. Le deuxième tente sa chance, mais même résultat. Un seul coup suffit pour le neutraliser, ce qui le surprend.
Alors pour lui faire peur, il fait savoir qu'il est de la guilde Tiger War. S'il vient à le toucher, sa guilde ne laissera pas passer ça. Eiji Kagawa l'a-t-il oublié? Ne se souvient-il plus du visage du gamin qu'il a tué? Lorsqu'il voit cela, il est sous le choc. Est-ce lui, Mukujima? Alors il essaie de prendre la fuite, mais il apparaît devant lui. Il ne comprenait pas comment avait-il fait pour survivre. Il s'effrayait un chemin depuis les profondeurs de ce qu'il appelle l'enfer. Tout cela, c'est à cause de lui. Et maintenant, c'est son tour d'aller en enfer. À cet instant, il voulait arracher le moindre morceau de dignité qui lui restait. C'est le pouvoir qu'il a obtenu. Des voix maléfiques apparaissent et lui demandent de le tuer, tout en lui disant qu'il est le plus fort et que le plus fort plie tout à sa volonté. Tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, c'est le tourmenter. Il a ressenti la douleur, l'humiliation et l'impuissance. Aujourd'hui, il va lui rendre tout ça. Un jour, il lui avait dit que la raison pour laquelle il le harcelait, c'est parce que réduire sa dignité en miettes lui faisait du bien. À cet instant, il a compris une chose, ce qui l'a poussé à le lâcher. Continuer ainsi signifie qu'il est pareil que lui, et ça, il ne peut pas l'accepter. Cependant, il est certain d'une chose, tant que des ordures comme lui continuent de respirer, il y aura encore des morts. Il a essayé de le tuer et a échoué. C'est pourquoi il ne va pas le tuer, mais il ne peut pas non plus juste le laisser partir. Qu'est-ce qu'il compte faire alors? Pour les 2 années où il a rendu sa vie scolaire infernale, il va lui donner un coup. Pour avoir terrorisé les faibles, ce sera un coup aussi. Pour avoir essayé de le tuer en le poussant du camion, ce sera 2 coups. S'il arrive à supporter ces 4 coups, alors ils seront quittes. Kagawa le supplie, lui demande pardon, car s'il le frappe, il pourrait en mourir. Il ne devrait pas s'inquiéter pour ça. Après tout, il reste une bonne personne. Alors il va y aller doucement. Il venait de lui donner un 2e coup. Le sol était rempli de son sang. Puis comme prévu, le 3e coup est arrivé. À ce moment, il lui demande de se relever, mais Kagawa lui demande de le tuer. Alors il l'a écrasé sans aucune pitié. Sora venait de lui briser les 4 membres et lui avait aussi pris ses yeux. Il estime que c'est correct, pas besoin de lui prendre sa vie. Alors il demande à ses hommes de le conduire à l'hôpital. À partir de ce jour, il ne voulait plus voir leur visage. Ainsi, après ces paroles, il est tout simplement parti. Lui, ce n'était que du nettoyage. Il fallait maintenant retrouver sa famille le plus vite possible. Un peu plus tard, toujours dans la ville S, se trouvait une zone tampon. Les soldats se plaignent de leur travail. Ils aimeraient être parmi ceux qui surveillent le mur, car de cette façon, ils n'auraient pas à combattre les monstres. Un homme arrive et leur demande de rester fort et de ne pas être si peureux. Même s'il était sur le mur, si un monstre apparaît, il tomberait certainement du mur, ce qui fait rire les autres. Cet homme est le lieutenant Tanji Kageura. Son niveau est de 31. Il demande à ses hommes de rester sur leur garde. Ils ne savent pas ce qui pourrait arriver. Un soldat de niveau 22 nommé Shoki Matsura informe que cet endroit était la zone tampon. Les monstres apparaissent rarement dans ces lieux. À peine ces mots prononcés qu'une chose gigantesque est apparue. Un enfant du Kraken. Un monstre du type coquillage de niveau 45. La panique s'est installée. Les armes ne lui font absolument rien car il possède une carapace extrêmement résistante. Pas que car le niveau d'une bête joue énormément dans un combat. Plus son niveau est élevé, moins les armes peuvent le blesser. Sa force et sa vitesse sont remarquables. À cet instant, un homme venait de se faire déchirer. Voyant que son camarade venait de se faire tuer, fou de rage, il veut le faire exploser. Mais la bête l'avait vu. Avant même qu'il ne se mette en position, elle le fixe du regard et attend de voir ce qu'il allait faire. L'instant suivant, elle voulut l'exécuter. Mais sans comprendre pourquoi, il constate qu'elle s'est arrêtée. Les soldats ne comprenaient pas pourquoi s'était-elle arrêtée. Il s'avère que la bête avait peur de quelque chose qui arrivait. Sa peur était telle qu'elle était en panique et s'est mise dans une formation défensive, comme si elle voulait absorber un choc. En voyant cela, un soldat décide d'en profiter et lui balance l'explosif, ce qui va provoquer une énorme explosion. À cet instant, ils ont pensé l'avoir tué, mais la bête n'avait absolument rien senti. Et cela l'a mise très en colère. Le soldat n'y croyait pas. Comment cette chose avait pu survivre à ça? Lorsqu'elle a voulu l'exécuter, de puissance est arrivée. Le chef comprend rapidement la raison pour laquelle cette créature avait peur, c'est à cause de cette personne qui venait d'arriver. Le plus effrayant, c'est qu'il venait de tuer un monstre qui avait survécu à une explosion, et tout cela en un seul coup. Dans ce monde
très peu de personnes de rang S existent et possèdent un tel pouvoir. Il n'avait jamais vu ce gars auparavant et se dit qu'il devait découvrir qui était cette personne. Alors il a utilisé une compétence spéciale appelée inspection. Cette compétence permet de voir les statistiques d'une cible. Plus le niveau de la cible est proche de l'utilisateur, plus les statistiques affichées seront détaillées. Mais sur cette personne, le système le met en garde. Il ne pouvait voir aucune de ces informations. Encore pire, il s'est évanoui après cette tentative. C'est alors qu'il se retourne vers l'un des soldats présents. Il aimerait lui demander quelque chose. À quelle distance se trouvait l'abri d'évacuation numéro 6? Il l'informe qu'il se trouvait à 50 km au nord, mais il fallait traverser la zone X pour y aller. La zone X, c'est quoi cet endroit? C'est là qu'ils retiennent la vague de monstres. Les monstres ont été concentrés là-bas afin de minimiser les dégâts. Ce qui fait aussi que dans ces lieux se trouvent énormément de chasseurs qui combattent les monstres. C'est là aussi qu'il apprend que lorsqu'on tue un monstre, on obtient des objets réels. Et il y a différents rangs, mais les plus convoités sont les plus rares. Il arrive encore à la même conclusion. Pour lui, ça marche vraiment comme un jeu. Alors intrigué, il demande, est-ce que ce monstre était si fort pour eux? Bien sûr, un niveau 45 est un adversaire plutôt coriace, donc cette petite chose suffit à leur poser problème. Alors combien de monstres de ce niveau y avait-il dans la vague de monstres? Il informe que certainement plus d'une centaine. S'il y avait plein de monstres comme celui-ci partout, l'humanité aurait disparu depuis longtemps. Alors il comprend mieux. Maintenant, il va partir. Mais après un instant à hésiter, l'homme décide de l'interpeller. Il sait que ce n'était pas correct de faire une telle demande, mais il veut tenter sa chance. Il aimerait lui demander de se rendre à la zone X en espérant qu'il serait capable d'éliminer les monstres et sauver beaucoup de vies. Alors encore une fois, Sora lui demande la route qui menait vers le numéro 6. N'est-ce pas celle de la zone X? L'homme répond oui. Alors dans ce cas, c'est parfait. Compte-t-il vraiment s'y rendre? Bien sûr, il compte traverser cette zone et en profitera pour éliminer tous les monstres qu'il croisera sur sa route. À l'arrière-camp militaire de la ligne de front, le lieutenant Tanji Kageura venait de reprendre conscience. Lorsqu'il se réveille, il demande combien de temps a-t-il été inconscient. Environ 10 minutes. Il informe aussi que les objets lâchés par les monstres ont permis de l'aider à se réveiller rapidement. Qu'en est-il de l'homme qui les avait sauvés? Cet homme était parti vers le nord. Il est donc parti vers le nord. Mais attends, a-t-il dit le nord? Cet homme avait dit se rendre vers l'abri d'évacuation numéro 6. Et pour se rendre là-bas, a-t-il dit qu'il allait passer par la zone X? C'est bien correct. Et on aurait dit que cela ne lui faisait ni chaud ni froid. Il doit contacter rapidement le centre de commandement central. Le centre de commandement central, est-il sûr de cela? Il reste environ 10 minutes avant l'heure prévue. Il devrait pouvoir y arriver à temps. Le soldat informe avoir envoyé un message avec la radio d'urgence. Mais pourquoi contacter le centre de commandement central? En réalité, on leur avait menti. Cette opération était différente des précédentes. Les informations à sa disposition étaient hautement confidentielles et c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas été tenus informés. La zone X qui sert de base pour cette opération ne fait pas partie de la région où ils détiennent les monstres comme on leur avait dit. C'est en réalité une zone de bombardement. Une femme reçoit un appel d'urgence venant de la zone X, le secteur B22. Un homme lui demande de transmettre l'appel. Cette personne est le commandant central nommé Renji Kumagaya. C'est un mage de feu de niveau 58. Alors comme il l'a demandé, la femme transmet l'appel. Lieutenant Tanji Kageura transmet son rapport et informe qu'un chasseur mystérieux est apparu. Il vient de partir pour se rendre vers la zone de bombardement. Il ignore absolument tout de l'opération. Et alors, qu'est-il censé comprendre? N'est-ce pas son erreur à lui de l'avoir laissé y aller? En réalité, ce qu'il veut, c'est qu'on lance une alerte d'urgence pour justement l'informer de ces bombardements. Il informe qu'il est extrêmement puissant. C'est pourquoi ils ne peuvent pas laisser cette personne mourir. Est-il bien sûr que cette personne est un chasseur puissant? Si c'est le cas, peut-il déterminer son niveau de puissance? Malheureusement pour cela, il ne peut pas vraiment le déterminer. Qu'est-ce que cela signifie? Un chasseur dont le niveau est inconnu se rend dans une zone de bombardement tout en ignorant les règles. Et lui veut diffuser une alerte d'urgence rien que pour ce chasseur. Une femme informe que ce chasseur allait certainement mourir avant que le signal ne soit envoyé. Il n'est pas doué et ne possède peut-être pas de cerveau. Mais il doit reconnaître qu'en tant que lieutenant, il est vraiment un comédien. On dirait qu'ils n'ont pas appris ce qu'il faut pour tenir debout seul. À côté, une mystérieuse femme écoute tout cela sans rien dire. Après tout, ce n'est pas vraiment à lui d'interférer concernant les affaires de son équipe. S'il signale au supérieur qu'elle entrave l'avancement de l'opération, elle sera tenue pour responsable. Elle estime que cet homme n'est qu'un idiot
qui veut entraîner les siens face à un ennemi surpuissant. Cette femme porte le nom de Mie Tonosaki. C'est une dompteuse de golem possédant le niveau 73, commandante occidentale. Ce qu'elle trouve étrange, c'est que Kageura veut sauver un inconnu au risque de compromettre l'opération. Mais alors, à quel point ce type était-il puissant pour qu'il prenne autant de risques? Le silence s'est installé. Elle réfléchit, puis s'adresse au lieutenant Kageura et lui demande: a-t-il l'intention d'interférer dans la mission? S'il ne donne aucune raison valable, elle le placera personnellement en jugement militaire. À cet instant, le doute s'est installé. Il n'a aucune preuve, si ce n'est la force de cette personne. Le problème, c'est qu'il ne peut pas vraiment prouver à quel point il était fort. Il s'avère qu'elle voulait couvrir ses arrières. Et en disant ces paroles, la responsabilité ne pèse plus sur ses épaules. Et c'est pourquoi tout cela ne plaît pas vraiment à Kumagaya, qui voulait mettre toute la responsabilité sur elle. Alors il demande: pourrait-il donner une raison qui leur permettrait d'accepter sa demande? Il informe que oui. Cette personne a battu un fils de Kraken de niveau 45 en un seul coup. Ce qui les surprend, car il dit donc qu'il serait plus fort qu'un rang A. Serait-il possible que ce soit un chasseur de rang S des forces militaires? Pour Kumagaya, cela était impossible, car tous les chasseurs de rang S qu'ils connaissent sont actuellement en mission et aucun de leurs signaux ne vient de B22. Alors encore une fois, elle demande: comment se fait-il qu'ils ne connaissent pas son niveau? Son pouvoir d'inspection ne fonctionne plus? Eh bien, à ce propos, son pouvoir ne peut pas voir ses statistiques. C'est le choc total. Pour lui, cela était embarrassant, mais il dit qu'après avoir utilisé son pouvoir, la surcharge était si puissante qu'il a perdu connaissance. Donc il en déduit que cette personne avait un niveau minimum de 100. Le silence s'est encore une fois installé, car ils comprennent que cette personne est dangereuse. Il doit reconnaître qu'une telle personne avec cette force est rare. Mais il estime tout de même que ce n'était pas une raison valable pour annuler l'opération. Le commandant de l'Est nommé Nobuyo Yoasa, un mage de roche de niveau 44, intervient et informe être d'accord avec ses paroles. Ils ne peuvent pas abandonner la mission pour des raisons qui ne sont pas sûres. Beaucoup étaient impliqués dans l'opération, beaucoup de groupes militaires. Il y avait assez de troupes pour encercler la zone, et c'est ce qui avait été fait. Le plan initial était qu'après le bombardement, les monstres dispersés allaient être éliminés par les soldats stationnés autour de la zone. Le problème dans l'affaire, c'est que s'ils envoient un signal d'alerte pour cette personne, alors les monstres allaient aussi réagir et ainsi mettre en difficulté la mission. Dans l'affaire, des dizaines de milliers de soldats perdraient la vie. Tout cela pour sauver seulement une seule personne. Même si c'est un chasseur de rang S, c'est un risque qu'il ne prendra jamais. Alors il informe être désolé. À cet instant, il comprend que c'est foutu. Mie intervient à son tour. Elle informe que cela signifie que sa demande avait été rejetée. Ils ne peuvent pas gâcher tant d'efforts seulement pour un homme. Une fois la décision donnée, ils ont raccroché. À ce moment-là, la frustration a pris place. Eux seuls savaient à quel point cette personne était forte. Le lieutenant n'arrive pas à l'accepter. Le soldat à ses côtés l'informe qu'il a fait ce qui était nécessaire. Il a fait de son mieux. Mais le lieutenant savait parfaitement que tuer ce chasseur était une grande perte. Mais dans tout cela, il n'avait pas son mot à dire. Il finit donc par accepter et dit qu'ils avaient raison. C'est le groupe qui compte, pas seulement un homme. Le soldat à ses côtés savait qu'il fallait agir. C'est pourquoi, lorsque le lieutenant s'est retourné, il a pris ses clés. Lorsqu'il s'en rend compte, il est trop tard. Il était déjà parti. Il avait estimé qu'il lui restait encore 6 minutes pour agir. Il s'appelle Shoki Matsuura. Il venait de prendre tous les risques possibles. Il a désobéi à un ordre direct et de plus, il se dirige vers une zone qui allait être bombardée. Un autre soldat demande: devrait-il le poursuivre? Non, cela n'était pas nécessaire. Shoki avait pris sa décision et il devait l'accepter car il sait ce qu'il fait. Shoki était déterminé. Il savait qu'il fallait y arriver à temps car sinon, il mourra aussi. Mais la réalité, c'est que Shoki avait tort. Il a agi comme si Sora avait besoin qu'on l'aide. Ce qu'il ne savait pas, c'est que l'homme qu'il essayait de sauver deviendrait plus tard l'espoir de l'humanité. En avançant, il se rend compte qu'il a perdu sa trace. Il prend le chemin le plus rapide tout en regardant le temps. S'il ne le trouve pas, cela signifie qu'il va bien plus vite que son véhicule. Il n'arrive pas à y croire. Il était bientôt arrivé dans la zone X. Alors il décide de faire les choses autrement. Le problème, c'est que son plan risque d'attirer les monstres. Mais il estime que ce n'était pas important. Il utilise donc le haut-parleur de son véhicule pour l'alerter. Jusqu'à aujourd'hui, il a toujours estimé
être une honte pour l'armée. Et depuis longtemps, il voulait être une personne utile. Alors sur le haut-parleur, il informe être le soldat qui l'a aidé plus tôt. Cette zone allait être bombardée. Il fallait évacuer le plus vite possible. Alors qu'il essayait de l'avertir, Sora massacre des créatures redoutables comme si ce n'était rien. Lorsqu'il entend les paroles du soldat, il comprend mieux pourquoi il n'a croisé aucun chasseur. C'est parce que la zone allait être bombardée. Les monstres n'étaient pas vraiment un danger pour lui. Cependant, il se questionne. Pourrait-il survivre face à la chaleur d'une explosion? Mais il reste quand même sensé. Peut-être qu'il devrait éviter de prendre des risques inutiles. Ce soldat avait risqué sa vie pour venir dans ces lieux afin de l'avertir du bombardement. Il ne peut donc pas le laisser mourir dans cette zone. Son message avait attiré des bêtes. Une créature venait d'arriver. Il tente de prendre la fuite, mais l'instant suivant, il constate que la créature était morte. Une personne toque à sa fenêtre et lui demande que voulait-il dire par cette zone allait être bombardée. À ce moment précis, malheureusement, le temps était arrivé. Il n'avait donc plus le temps. Avant même qu'il ne puisse réagir, les bombes ont été balancées. Alors que tout explosait autour de lui, il constate une bête dont aucune de ces explosions ne lui fait absolument rien. Les débris émanant de ces explosions se dirigent vers lui. Alors il écrase le sol. La terre se retourne, ce qui crée une barrière les protégeant des débris. On informe au général que le bombardement avait bien été effectué. Alors il fallait utiliser les drones pour évaluer le nombre de monstres éliminés et s'il y a des survivants. Le problème, c'est que les drones n'avaient aucun signal. Mais alors qu'en est-il des monstres? La terreur s'installe. Les monstres étaient toujours dans la zone de bombardement. Et ceux qui étaient au centre du bombardement étaient complètement indemnes. Quant aux images des drones, après quelque temps à essayer d'avoir un visuel, ils ont enfin réussi. Ils voient un bouclier émanant des monstres présents. Au-dessus du chef des monstres se trouvait une personne qui les regarde. L'instant suivant, le signal est perdu. Une bête colossale venait de détruire le drone, ce qui a causé la perte de communication. On leur avait dit que cette vague d'attaque serait différente. Mais c'est quoi cette chose? Ces créatures savent même qu'ils sont surveillés avec des drones, ce qui signifie qu'ils sont intelligents. Alors rapidement, la panique s'installe. On demande l'évacuation de tous les soldats. Il fallait quitter la zone et qu'ils prennent tous la direction du mur pour le protéger. Mais peu après, il remarque quelque chose d'étrange. Les monstres ne se dirigent pas vers les murs. Mais alors, quelle est leur direction? Les derniers avaient pris la direction de la zone B22. N'est-ce pas là où se trouvait le mystérieux chasseur? Cette fois-ci, on demande qu'ils envoient tous les drones restants vers B22. Ils veulent connaître la personne qui a arrêté l'avancée des monstres. Après le bombardement, tout ce qu'on entend, c'est simplement le bruit des ruines. Le soldat constate qu'il est toujours vivant. Alors tout heureux, il a commencé à rigoler. Mais Sora l'informe qu'il était trop tôt pour se réjouir. S'il est vivant, alors les monstres aussi le sont et viennent dans leur direction. L'instant suivant, il lui demande d'esquiver. N'est-ce pas un drone de l'armée? Les monstres avaient attaqué le drone et cela n'était jamais arrivé avant. Il devrait garder sa surprise pour plus tard, car il va falloir partir de cet endroit le plus vite possible. Lorsqu'il voit cela, c'est le choc total. Le niveau des monstres, c'est du jamais vu. Il dit même que c'est le groupe le plus puissant de cette expédition. Leur chef avait le niveau 90. Lorsqu'il voit tout cela, il comprend qu'aucun des monstres n'avait été affecté par le bombardement. Alors il finit par dire que c'en est fini d'eux. Le désespoir s'installe. Ils allaient tous mourir. De ce qu'il constate, l'humanité est devenue très faible. Car lorsque les bombes ne marchent pas, alors ils pensent qu'ils sont perdus. Mais dans cette situation, il informe que ce n'est pas grave. Il faut juste utiliser les bonnes vieilles méthodes. Il lui demande de retourner dans la voiture. Avant même qu'il n'ait eu le temps de comprendre, Sora avait tué les monstres se trouvant à l'avant. Celui défini comme étant le chef des monstres de niveau 90 va lancer une attaque surpuissante. Hélas, ce n'était pas suffisant. Une seule main a suffi à retenir son attaque. Pas que, car Sora était si fort que rien qu'en bougeant sa main sans effort, le géant s'est senti tirer vers lui. Une fois cela fait, comme avec tous ses adversaires, un seul coup a suffi pour le dévaster. Alors que cette créature était toujours debout, sa tête avait explosé. Mais Sora constate qu'il reste encore une personne. Un homme étrange, mystérieux qui ne fait que l'observer. Encore plus étrange, il n'avait pas senti sa présence et ne savait même pas qu'il était là. Cette personne l'informe qu'il l'a enfin trouvé. Des tentacules noirs sortent de son corps, provoquant la régénération du monstre qu'il venait de tuer. Une fois cela fait, il appelle Sora la graine de l'abysse. Il le traite de voleur et lui demande de lui rendre ce qui lui appartient. De quoi est-il en train de parler?
Pour le crime d'avoir volé un pouvoir qui ne lui appartient pas, il allait devoir le payer de sa vie. Des lames apparaissent de son corps, mais cela n'est toujours pas suffisant et il lui demande est-ce tout ce dont il est capable. Car si son but est de le tuer, cela pourrait être assez compliqué. Une main géante est apparue pour l'écraser. Alors qu'il essayait de le tuer, un drone s'est manifesté. Il avait remarqué sa présence et en voyant le drone, il avait pensé que c'était un corbeau. Mais rapidement, il comprend que ce n'en était pas un. Alors il se demande, est-ce que le corbeau d'Odin le surveille? Encore une fois, s'il veut vraiment le tuer, il devait y aller plus sérieusement et arrêter de jouer avec lui. Lorsqu'il a tenté de percer son corps, il avait disparu. Cette personne était différente des monstres qu'il avait affrontés. Dans l'affaire, ce qui le dégoûte, c'est le fait d'être surveillé par les humains à partir de ces drones. Il méprise ces traces composées de créatures de bas niveau. Tout cela le rend malade. Alors il demande à une bête de détruire le drone. Pas que, car il demandera aux autres créatures de détruire tous les drones qui apparaîtront. Un homme planqué dans un bâtiment contrôlait le drone qui venait d'être détruit. Sa mission était d'avoir un visuel, et il avait réussi. Et à cet instant, il comprend que la raison pour laquelle les monstres ont dévié de leur chemin, c'est à cause de cet homme. Il est le seul chasseur qui a affronté la ruée de monstres seul. Il fallait en informer le commandant le plus rapidement possible. Hélas, il n'avait pas été prudent, car peu après, un monstre est apparu sans prévenir. À cet instant, Sora entend un bruit venant du bâtiment. Et cet être hurlant disant « Serviteurs, tuez-les tous, jusqu'au dernier ». Lorsqu'il entend ces paroles, il s'est rappelé du soldat qui était venu l'avertir concernant le bombardement. Il avait risqué sa vie pour lui. Ce dernier était bloqué avec son véhicule. Sora comprend que pour traquer un ennemi, il faut d'abord commencer par le chef. S'il veut sauver le plus de personnes possible, il faut tuer ses ennemis rapidement. C'est alors que le géant lève la main avant de tenter de l'écraser. Il s'avère que cet être étrange avait fusionné avec le monstre géant, ce qui fait que sa force avait considérablement augmenté. Pas que, car cet être peut apparaître à partir de son ombre. Mais ce qui le surprend en le voyant de plus près, c'est que cet homme lui ressemble trait pour trait. La seconde suivante, il a sorti une épée, une lame si puissante que pour la première fois, il a ressenti un pouvoir familier. Cet être l'informe que le destin de la graine des abysses, à savoir lui, c'est de mourir. Seulement lorsqu'il a tenté de l'attaquer, un seul coup a bousillé sa main. Puis il a récupéré son arme avant de la retourner vers lui. Lorsqu'il voit cela, il était trop tard pour fuir. À cet instant, il se demande pourquoi. Est-ce juste son imagination? Tout cela lui semblait familier. Cette énergie était presque la même que celle des abysses. Il réapparaît encore une fois et lui demande « Est-ce que voler le pouvoir des autres est tout ce dont il est capable ?» Peu après ces paroles, Sora remarque que l'épée qu'il venait de lui prendre disparaissait. Est-ce donc le pouvoir de l'abysse dont lui-même utilise? Et il semble que ce même pouvoir possède de nombreuses particularités qu'il n'a pas encore exploitées. Ce combat allait durer longtemps et il devait mettre en sécurité le soldat. Alors il lui demande « Peut-il supporter la hauteur ?» L'homme répond oui, dans ce cas qu'il se prépare. Après ces paroles, il annonce qu'ils allaient voler. Il n'est qu'un idiot, ignorant qui prend le pouvoir de l'abysse à la légère. Les forts n'existent pas pour protéger les faibles comme il le fait. Ils existent pour devenir les plus puissants. Cet être venait de créer un trou gigantesque et de ce trou, une énergie sombre est apparue. Cette chose était trop rapide. Même s'il court, il va quand même les rattraper. Dans ce cas, il va juste l'écraser. Le problème, c'est qu'une fois qu'il est rentré en contact avec cette énergie, il constate qu'il n'y avait aucun impact. Ce qui signifie que le vrai corps est cette chose se trouvant dans le ciel. Il remarque aussi que l'énergie qu'il avait dispersée s'est reformée et attaque la voiture. Il demande donc aux soldats de sortir rapidement de cette voiture. Cette énergie a commencé à lui parler en lui disant de ne pas avoir peur, avant de transpercer le véhicule. Dans cette situation, il est difficile d'agir et cet être lui demande « Est-il énervé ?» Sora ne réagit toujours pas. Il devrait regarder. Il n'était pas encore mort. D'ailleurs, il peut même sourire. Il l'avait transformé en une chose étrange. Voir toutes les personnes qui comptent pour lui mourir devant ses yeux est un beau destin. À chaque fois, il l'appelle la graine de l'abysse. Mais il ne comprend pas. Est-ce que cela lui plaît de piétiner la dignité des autres? Tout cela lui fait rire. Il aime s'en prendre faible. Sora
ne se défend pas et lui demande une deuxième fois: est-ce qu'il aime piétiner la dignité des hommes? L'instant suivant, il disparaît. Les ordures comme lui, il ne peut pas les supporter. Son attaque a détruit cette énergie noire, ce qui lui a permis de récupérer le soldat. Seulement, ce dernier était encore possédé. Alors, pour s'assurer qu'il soit en sécurité, il l'a mis dans la voiture. Il est désolé de l'avoir entraîné dans cette histoire. Cet être était toujours là. Il tente encore une fois de l'attaquer, mais cela ne sert absolument à rien. À chaque fois, il disparaît et réapparaît derrière lui. Il l'informe qu'il n'est qu'un débutant, qui ne sait pas utiliser le pouvoir de l'abysse. Il apparaît devant lui et réussit cette fois-ci à l'avoir. N'avait-il pas dit qu'il ne pouvait pas le battre? En réalité, il ne fait pas le poids face à lui. Après qu'il l'ait touché, il n'arrivait pas à y croire. Le monstre géant intervient pour le protéger. Comment avait-il fait pour réussir à le frapper? Eh bien, c'est simple. Les gens évoluent. Il comprend que ce n'est pas bon. Juste en voyant ses mouvements, Sora a compris comment fonctionnait le pouvoir des abysses et a réussi à le contrôler. Cette fois, c'est lui qui joue avec son adversaire. Sora avait disparu. Alors il lui demande: où se cache-t-il? Peu après, il apparaît derrière lui. Lorsqu'il le voit, il prend la fuite. Dans ce cas, il aimerait bien voir s'il va réussir à prendre la fuite. Son coup a été si puissant que le corps de la bête s'est ouvert en deux. Mais encore une fois, cette technique étrange de régénération apparaît. Alors Sora cherche à atteindre le noyau du corps. Il va donc tirer le corps jusqu'à l'atteindre. Lorsque cet être voit cela, il n'y croyait pas. Malgré sa régénération surpuissante, maintenant, il ne peut plus revenir. Et Sora l'informe qu'il est le prochain. Cet être ne réagit toujours pas. Peu après, il fait appel à l'unité des ombres, en lui faisant comprendre qu'il s'en souviendra d'aujourd'hui. Lorsque son sort a été lancé, les créatures à proximité ont été atteintes par cette énergie sombre. Il n'essaie pas de les contrôler, mais de prendre leur énergie. Il attire toute cette énergie vers lui. Sora pensait qu'il allait lancer une énorme attaque. Mais lorsqu'il regarde plus attentivement, il constate qu'il avait tout simplement disparu. Alors il se demande, aurait-il utilisé une telle technique rien que pour s'échapper? Tout cela l'énerve, car désormais ses vêtements sont fichus. Au moins la photo de ses parents est toujours intacte. Quant à ce soldat, il devait certainement avoir une famille qui l'attend aussi. Il attrape son collier et lui fait savoir qu'il le ramène avec lui. Concernant cette personne, il est certain que ce n'est pas fini. Il utilise le pouvoir des ombres, et avec la quantité d'ombres qu'il avait absorbée, il pouvait l'attaquer à tout moment. De plus, il avait menacé de mettre en danger tous ses proches. Il faut absolument qu'il le retrouve pour en finir. Ce qu'il devait faire maintenant, c'est retrouver rapidement ses parents afin de les mettre à l'abri avant que cette personne ne les retrouve la première. Alors cette fois-ci, il augmente encore plus sa vitesse. Dans tout ça, un drone était resté intact. Un autre avait été envoyé pour surveiller les lieux. Il fallait inspecter la zone et s'il y a un mouvement, qu'il n'hésite pas à tirer. Ils sont arrivés dans la zone où avait lieu le combat. Lorsque le soldat voit cela, il est sous le choc. La femme informe qu'elle le sait déjà. Elle venait de voir le massacre et constate que tous les monstres ont été anéantis. Elle demande alors qu'on vérifie les drones et qu'on lui rapporte toutes les informations qu'ils trouveront. Il y a bien eu un combat dans cet endroit. Le puissant chasseur dont parlait le lieutenant Kageura a non seulement survécu au bombardement, mais a également anéanti toute la horde de monstres. C'est alors qu'un soldat affirme avoir trouvé quelque chose. Il y avait un drone qui était toujours intact. Alors elle se dépêche pour vérifier les images, pour voir qui était cette personne. À sa gauche se trouvait le soldat Matsuura, et la personne à ses côtés doit être le soldat surpuissant dont parlait Kageura. Dans tout ça, un autre soldat venait de trouver des trésors. Le premier objet est une potion d'énergie spéciale, qui augmente de façon permanente le pouvoir de l'utilisateur. Le deuxième est une arme de rang A, portant le nom de l'ancien poignard royal. Quant au dernier, l'identification était impossible. Un autre soldat arrive et lui demande: a-t-il trouvé quelque chose? L'homme informe qu'il n'a rien trouvé, mais ce soldat sait qu'il ment. Alors il descend pour vérifier de lui-même. Ne serait-ce pas les objets lootés sur le boss de la Horde? Ne serait-ce pas des objets rares? Voler des objets obtenus par l'unité pour son plaisir est un crime. Ne serait-ce pas ce qu'il est en train de faire? Alors l'homme, étant dans une situation qui ne l'arrange pas, demande comment sont-ils censés partager ces objets. Eh bien, la seule chose qu'il veut, c'est cette chose. Mais l'homme refuse, car une boîte comme celle-ci contient forcément un objet légendaire. Qu'il ne fasse pas de film. En réalité, il n'a pas le choix dans cette transaction. À la fin, l'homme a décidé de le céder pour pouvoir garder les autres trésors. Et ce soldat qui venait d'obtenir cette boîte change du tout au tout. Il l'avait enfin
obtenu, la relique de Golem. Quelque temps plus tard, il est enfin arrivé à la destination, l'endroit que son père avait indiqué, l'abri d'évacuation 6. Devant lui se trouvait un mur gardé par des hommes armés. Il semble que cet endroit n'a pas été attaqué. C'est alors qu'un homme devant la porte remarque quelque chose d'étrange. Sa présence avait attiré l'attention de tous les chasseurs. À cet instant, il n'avait pas remarqué le regard et tout ce qui le préoccupait, c'était de détecter la présence de cette personne. Et jusqu'à maintenant, il ne la détecte nulle part à proximité. De plus, il ne ressent aucune présence d'une personne qui serait puissante dans ces lieux. Il est donc arrivé à cette conclusion. Si aucune personne puissante ne se manifeste pour protéger cet endroit, alors tôt ou tard, cet endroit sera détruit. C'est alors qu'un homme apparaît devant lui. Il se rend compte que cette personne semble aveugle. La raison pour laquelle tout le monde le regardait, c'est parce qu'il dégageait une odeur de sang meurtrière. L'homme lui demande « Est-ce qu'il vient de l'extérieur ?» Sora le confirme. Alors rapidement, la tension est redescendue et l'homme l'informe que c'est un soulagement. Il ne lui veut aucun mal et aimerait simplement acheter des informations sur le monde extérieur auprès de personnes comme lui. Cela l'aiderait énormément s'il lui donne les informations dont il a besoin. Est-ce là la monnaie qu'ils utilisent maintenant? Alors il répond en disant que si c'est quelque chose qu'il connaît, dans ce cas, il lui donnera l'information dont il a besoin. Mais avant d'échanger, il aimerait lui poser quelques questions. Pourquoi un moine comme lui l'appelle son excellence? Serait-il un faux moine? L'homme éclate de rire car il venait de se faire démasquer. Il fait savoir qu'il met cette tenue juste pour s'amuser. Mais alors, qu'en est-il du fait qu'il cache ses yeux? Cette situation le met mal à l'aise. Il trouve que Sora est agaçant. Mais cette personne cache ses émotions et informe que récemment, il a contracté une maladie des yeux. Lorsqu'il ouvre les yeux, son regard est effrayant. Sora reconnaît que cette lumière est terrifiante. Cette personne doit avoir ses raisons pour cacher ses pouvoirs. On dirait bien que c'est un monstre qui s'est déguisé en mouton dans cet abri. Après avoir posé ces quelques questions, il aimerait savoir que voulait-il avoir comme information. En réalité, sa question était simple. Il voulait savoir ce qui se passe dehors. Il y avait des soldats armés près des murs, comme s'ils se préparaient à une grande bataille. Et dans tout ça, il est certain que les autres chasseurs se sont rendus compte de ce qui se passait. De plus, il avait entendu des explosions. C'est pourquoi il aimerait savoir ce qui s'est passé. Après quelques instants à réfléchir, Sora se met à faire l'idiot. Non, il n'est pas vraiment sûr, mais lorsqu'il faisait une course dehors, il a lui aussi entendu des explosions venant du sud-ouest. Il était si paniqué qu'il a fait tomber sa lettre. Il a donc utilisé sa chemise comme une carte de fortune. L'homme comprend que lui aussi cache son véritable pouvoir. Donc c'était le sud-ouest. Il lui a été d'une grande aide, alors il va lui remettre l'argent. Pour Sora, ce n'était rien. Alors s'il comprend bien, cet homme se dirige tout seul vers une direction approximative où il peut y avoir beaucoup de monstres. Il se demande combien de combattants de son niveau y avait-il dans ces lieux, car cet homme n'est certainement pas faible. De plus, cet endroit était étrange. Il n'est pas habillé, il est bizarre et nouveau dans la ville. Pourtant, personne ne le surveille. Peut-être que l'humanité a décidé de s'allier contre le même ennemi, ce qui signifie que les conflits internes doivent être mis de côté. Avec l'argent qu'il a obtenu de l'homme qu'il venait de croiser, il est parti acheter de nouveaux vêtements et peu après, il a commencé à parcourir la ville dans le but de retrouver ses parents. Tout ce dont il dispose, c'est cette photo. Alors il commence à interpeller des inconnus et leur demande: connaissent-ils ces personnes sur la photo? Étrangement, la première personne a eu une réaction étrange et a préféré prendre la fuite tout en disant ne pas les connaître. Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi a-t-elle réagi comme si c'était un fantôme? Seraient-ils tous sur les nerfs? Lorsqu'il voit un homme arriver, il attend. Cette personne l'interpelle comme s'il n'était qu'un bon à rien. Alors Sora lui demande: que lui veut-il? Il n'a pas l'air d'être du coin. De plus, comment peut-il draguer les gens en pleine nuit avec des photos? À quelle époque croit-il qu'ils sont? Sora reste calme, puis lui montre la photo. Peut-il reconnaître ces personnes? Veut-il draguer toutes les personnes qu'il croise? Mais lorsqu'il voit la photo, il demande: pourquoi dispose-t-il d'une photo de ces gens? Sait-il au moins qui sont ces personnes? Aurait-il un problème avec eux? Non, il est simplement leur fils. Alors l'homme regarde Sora de plus près et ensuite regarde la photo et constate que les cheveux ne sont pas les mêmes. Est-ce qu'il essaie de se foutre de sa gueule en usurpant l'identité de cette personne? Sans faire attention, un camion passait par là à grande vitesse. Ce camion transportait une énorme bête et l'instant suivant, l'impact a eu lieu. C'est alors qu'il l'entend dire
qu'il était désolé. Il n'avait pas entendu sa réponse. Peut-il répéter? Mais attends, ce gars est un véritable monstre. Donc c'était bien l'enfant du vieux. Soudain, il change complètement son caractère. Il informe que ça fait vraiment longtemps. Alors, il suffit de continuer tout droit sur cette route. Une fois au bout, il trouvera leur maison. Dans ce cas, il va suivre ses instructions. Et avant qu'il ne parte, l'homme lui dit « Fais attention à toi ». Il fait mine que tout va bien, mais juste après, il court pour aller prévenir tout le monde. Le retour de l'enfant disparu n'annonce rien de bon. Sora est assez perturbé. C'est étrange cette histoire. Comment ce voyou savait où habitaient ses parents? Maintenant qu'il y pense, son père a toujours été gentil avec tout le monde qu'il croisait. C'était la même chose avec sa mère. Il pense que des personnes gentilles comme ses parents ont certainement été exploitées dans ce monde. Mais il n'avait pas à s'inquiéter car désormais, il était là. Bien, cela doit être l'endroit indiqué par le voyou. Mais quel est cet endroit? C'est énorme. Est-ce que ses parents vivent vraiment ici? Arrivé, il est assez surpris. C'est alors qu'il entend une voix. N'est-ce pas celle de son père? Alors il toque à la porte. À ce moment-là, un homme ouvre et dit « Bienvenue à la maison », comme s'il attendait une autre personne. Mais l'homme est surpris. Qu'est-ce qu'il fout là? Il est qui au juste? Cet homme est en réalité son père, celui qui était tout gentil. Alors surpris, il l'informe que c'est lui, Sora, son fils. À cet instant, c'est le choc total. Alors si t'as kiffé, si t'as passé un bon moment sur cette histoire et que t'as envie d'avoir la suite, t'as qu'une seule chose à faire. Mets ton like, ça me ferait vraiment plaisir. Abonne-toi si c'est pas encore fait, je te remercie. Et le plus important, pour me soutenir, venez me rejoindre sur Twitch. Je suis en live tous les soirs et je vous attends, mais vous n'êtes pas assez nombreux les gars. Venez, on va discuter, on va passer du bon temps ensemble. Et lorsqu'il y a un épisode, eh bien on peut en discuter en live. Je vous ai mis tous les liens en description, que ce soit pour la chaise ergonomique ou pour la chaîne Twitch, tout est en description. Allez, prenez soin de vous, n'oubliez pas que nous sommes des pirates et rien ne peut nous arrêter.